Déposé par les Français un certain jeudi 20 août 1953, le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef refuse d'abdiquer. Déporté dans un premier temps en Corse au sud de la France, le monarque destitué est ensuite transféré dès 1954 à Antirab et à Madagascar dans l'océan Indien. Cette déportation fédère plus que jamais les mouvements nationalistes et tout le peuple marocain dans une union sacrée derrière leur souverain, ce qui déclenche une vague de violence et d'attentats dans les grandes villes du pays et toute la région du Rift. Comble de malheur pour la France, éclate aussi l'impitoyable guerre d'Algérie avec les combattants du redoutable Front de Libération Nationale, suivi de la Tunisie, liguée contre la politique du néo-destour du dictateur Habib Bourguiba. La situation s'embrase, mais le souverain Sidi Mohamed Ben Youssef a tout le soutien des nationalistes libyens, algériens et même de l'Égypte, de Gamal Abdel Nasser, où est exilé un ancien chef de la révolte du Rift, Mohamed Abdelkrim Al-Khattabi. Et sous la forte pression populaire, la France cède. Le président Edgar Faure a indiqué sur quelle voie devait s'engager aujourd'hui la France dans l'affaire marocaine. C'est une chance pour la France que d'avoir affaire à des hommes qui se disent nationalistes, qui sont à la tête de partis politiques nationalistes et qui sont venus nous dire, notamment à Aix-les-Bains, nous voulons l'indépendance, c'est entendu, mais d'abord avec des étapes. Et même quand nous l'aurons acquise, nous ne voulons pas nous séparer de la France. Indépendants, libres et égaux, nous resterons avec vous dans l'interdépendance, nous créerons une communauté franco-marocaine. De retour en France en début novembre 1955, son oncle Sidi Mohamed Ben Arafat Ier a abdiqué et le sultan déchu par Paris signe les accords de la Selle Saint-Cloud. Journée mémorable dans l'histoire des rapports franco-marocains. Au pavillon Henri IV à Saint-Germain, on a hissé les couleurs chérifiennes en même temps que M. Antoine Pinet reconnaissait au nom du gouvernement français Sidi Mohamed Ben Youssef comme souverain du Maroc. Le processus de transition vers l'indépendance du Maroc est ainsi acté, au grand soulagement de Moulay Hassan, le prince héritier. Entre-temps, l'opposant marocain Mehdi Ben Barka conclut toutes les négociations avec les autorités françaises pour le retour au pays natal de Sidi Mohamed Ben Youssef. Le monarque et le prince héritier Moulay Hassan quittent Paris pour Rabat. Escorté par une escadrille de chasseurs, s'est posé sur l'aérodrome de Salé dans une atmosphère d'allégresse générale. Au milieu des acclamations... Et le mercredi 16 novembre 1955, en ce jour historique, c'est l'euphorie populaire autour d'un retour triomphal, au milieu d'une foule en chants patriotiques et drapeaux au vent, à la gloire de Sidi Mohamed Ben Youssef qui retrouve son trône, gravant ainsi à jamais la date du 16 novembre dans la mémoire collective du peuple marocain. Et le vendredi 2 mars 1956, c'est la fin du protectorat français. Suivi de l'Espagne 36 jours plus tard, le Maroc est désormais libre et accède à la souveraineté internationale. Ayant ainsi retrouvé son trône, comment Sa Majesté Sidi Mohamed Ben Youssef a conduit la transition institutionnelle de son pays de sultanat à royaume et dirigé le Maroc de l'accession à l'indépendance jusqu'à sa mort en 1961. C'est une autre question à laquelle vous trouverez réponse dans ce numéro de votre magazine Terre de Sport, une production du concept Agri-Foot et Can de Terre pour une meilleure connaissance de l'histoire de la destination Maroc, terre d'agriculture et de grandes innovations, pays hôte de la 35e Coupe d'Afrique des Nations de football et co-organisateur de la Coupe du Monde de 2030.